FM. En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM en ce matin du vendredi 15 mars 2019. Au fur et à mesure que les jours passent, le parti au pouvoir et ses 59 députés à l'Assemblée nationale apparaissent de plus en plus comme étant les seuls à pouvoir déterminer les orientations, la forme et le fond des réformes politiques au cœur de toutes les crispations depuis de nombreuses années au Togo. Et au moment où l'opposition extra-parlementaire s'interroge sur l'opportunité ou non de participer aux prochaines locales avec ou sans les réformes, eh bien l'opposition parlementaire reste réduite visiblement à l'échelle des 3, 4 ou 7 députés maximum dont elle dispose, sans réel pouvoir de générer une quelconque dynamique en faveur des réformes au Parlement. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante: de quelle marge de manœuvre disposent les députés à l'Assemblée nationale en ce qui concerne les réformes politiques? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Sénat Alipuy, il est le président du groupe parlementaire UFC. Bonjour monsieur Alipuy. Bonjour monsieur Afanou, bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Ce débat se fera justement avec vous auditeurs qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. De quelle marge de manœuvre disposent les élus de l'opposition parlementaire face à la majorité unie sur la question des réformes? C'est le thème du jour. Bienvenue sur la plus belle dame de Alors, Sénat Alipuy, comme j'ai eu à le demander à Jerry Tama hier sur ce même plateau, vous aviez aussi promis les réformes très vite à vos électeurs lors de votre campagne pour les législatives. Absolument, nous avons promis les réformes institutionnelles et constitutionnelles dès que possible. Je pense que je me suis gardé de donner une date, si je ne m'abuse, et parce que justement la date des réformes ne dépend pas de la minorité au Parlement. Elle dépend de l'ensemble du Parlement, certes, mais la majorité présidentielle donne le là, dans le sens que c'est elle qui va pouvoir nous orienter sur la date des réformes. Cela étant, il n'appartient pas qu'à la majorité présidentielle d'initier ou de déposer un projet de loi concernant les réformes. Comme opposition, nous pouvons également le faire. C'est une question d'opportunité, c'est une question de juger du bon moment pour le faire. Mais pour le moment, la majorité reste silencieuse. Est-ce que quelque part cela vous gêne? Non, pas du tout. Vous savez, quand on veut faire quelque chose de bien, quelque chose de durable, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Ces réformes pour lesquelles on nous talonne depuis 3 mois que nous sommes élus, il y a quand même 3 législatures qui n'ont pas pu faire ces réformes, notamment la législature qui s'est achevée en 2007, celle de 2007 à 2013 et celle de 2013 à 2019. Donc si en 13 ans ou plus, ils n'ont pas pu faire ces réformes, pourquoi nous bouscule-t-on, nous qui venons d'arriver, nous venons à peine de boucler, on n'a même pas encore fait 6 mois. Mais vous êtes talonné parce que vous aviez promis que vous les feriez très vite, vous aviez qualifié les autres en ce qui concerne d'autres acteurs de l'opposition, que c'était la pire des législatures et que cette affaire allait être évacuée en quelques semaines. Bon, la pire des législatures, je n'irai pas jusque-là, c'est des gens qui se battaient quand même, qui essayaient aussi. Vous savez, les jeunes de la C14, ce ne sont pas, nous ne disons pas que ce sont de mauvaises personnes.
Ils essayent, c'est que leur approche ne donne pas les résultats escomptés, c'est tout. Mais je pense qu'avant la fin du premier semestre, c'est-à-dire au plus tard fin juin. Fin juin, donc je dis je pense, je ne dis pas que ça sera fait. C'est votre souhait? C'est mon souhait. Mon souhait, en fait, idéalement, c'est que dès qu'on reprenne la session ordinaire le 2 avril, on évacue cette question avant la mi-avril. Si ça ne dépendait que de moi, mais comme ça dépend de l'ensemble des députés, et donc on espère qu'avant la fin du premier semestre de cette année, ça sera fait. Mais idéalement, si ça ne dépendait que de moi, d'ici le 15 avril, ce serait fait. Alors, si vous espérez que cela se fasse au plus tard fin juin, cela suppose que les élections locales pourraient bien être organisées avant la mise en œuvre de ces réformes. Cela suppose, puisque les locales sont annoncées pour avril normalement. Ce sont les parages, enfin, ce sont les repères qui ont été donnés par un certain nombre d'autorités. Est-ce que vous voyez le lien que certains font entre réforme et élection? Est-ce que vous, à l'UFC, vous pensez qu'il faudrait mettre en œuvre les réformes en question avant toute élection, ou on pourrait aller aux élections et revenir après sur cette question des réformes? Je pense que concernant les réformes, nous sommes pressés qu'il y ait des réformes. La C14 veut des réformes. Le pouvoir veut des réformes. Donc il y a une convergence de vues sur la question des réformes entre tous les acteurs politiques. Pour nous qui sommes au Parlement, nous avons donc la responsabilité de le faire assez rapidement. Je veux dire, je vous donne 6 mois, c'est-à-dire jusqu'en septembre pour qu'on le fasse. Si on arrive à les faire dans cet espace de 6 mois, c'est déjà beaucoup mieux que ceux qui ne l'ont pas fait en 13 ans. Donc ça se fera. Il y a une bonne volonté de notre part, il y a une écoute attentive de la part du pouvoir pour faire ce travail. Et je nous retourne tous au communiqué du 54e sommet de la CEDEAO à Abuja en 2018, à l'issue des élections, qui a succédé qui a suivi celui de Lomé. Oui. Donc dans leur déclaration finale, ils nous encouragent à faire les réformes, vous voyez, conformément à ce qui a été décidé dans la feuille de route. Donc, le monde entier veut que les réformes soient faites et nous ferons ces réformes-là. 2 tours, mandat de 5 ans renouvelable une fois. Ce n'est rien de si compliqué, on le fera. Bon, j'ai dit 6 mois, mais peut-être vous aurez l'agréable surprise que ce soit fait avant. Alors, certains partis politiques continuent de penser que ce ne serait pas du tout bien placé d'organiser d'autres élections sans les réformes. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, je pense que nous ferons les réformes avant les élections. Mais là encore, c'est-à-dire avant les locales, oui, vous pensez? Avant les locales, je pense, c'est mon opinion. Mais nous ne sommes pas les seuls acteurs de cet agenda, sur cet agenda-là. Il y a plusieurs stakeholders, il y a plusieurs parties prenantes à ce dossier-là. Vous êtes obligé de composer avec d'autres formations politiques, notamment le parti au pouvoir. Voilà, je pense que si ce matin, par exemple, en studio, nous étions ici avec le président du groupe parlementaire UNIR et le président du groupe parlementaire NET PDP et que vous nous adressiez tous les trois la question, vous aurez une meilleure indication de la date précise. Mais l'ennui, c'est que chaque acteur n'est pas tout de suite disposé à s'exprimer sur un certain nombre de choses. Naturellement, parce que le bien ne fait pas de bruit et que le bruit ne fait pas de bien. On préfère travailler en silence. Mais nous avons l'obligation de venir rendre compte aux populations. C'est pourquoi c'est ce que vous avez promis aussi. Oui, une fois par mois. Sinon, pour être tout à fait honnête avec vous, il vaut mieux qu'on ne parle pas beaucoup et qu'on vous laisse être agréablement surpris par le résultat. Mais aujourd'hui, les citoyens aimeraient quand même être situés et qu'on leur dise ces réformes que le parti au pouvoir a également promises, qu'ils disent, enfin, quand est-ce qu'elles seront mises en œuvre. Oui. Donc, peut-être pour qu'on ne passe pas toute la journée sur cette question, je vous dis que idéalement, à la mi-avril, fin avril, ça serait l'idéal. Mais je pense qu'avant fin juin ou avant les locales, ces réformes seront faites. Alors, jusqu'ici, on a passé moins d'une dizaine de minutes sur la question. Est-ce que vous disposez d'une marge de manœuvre en ce qui concerne ces réformes? Et là, c'est la question à laquelle les auditeurs aussi auront à répondre. Est-ce que vous disposez de leviers capables de vous aider à influencer la direction, le contenu des réformes qui seront faites? Absolument. La marge de manœuvre de l'opposition parlementaire est relativement large. Vous savez, nous avons le plaisir d'être consultés sur tout ce qu'il y a comme décision importante qui va être prise au Parlement.
le bureau nous consulte, il nous informe, on demande notre avis. Et au-delà de cet avantage qu'il y a au niveau du Parlement à s'exprimer, à travailler, il y a la loi portant statut de l'opposition, donc peut-être je peux vous envoyer copie au besoin, qui définit le cadre dans lequel nous pouvons travailler et quels sont nos droits et nos devoirs. Et cette loi nous avons participé activement à la mise en place de cette loi au niveau de l'UFC pour permettre à l'opposition de fonctionner dans un cadre formel, dans un cadre maintenant institutionnel. Donc oui, cette loi-là aussi protège nos droits et nous permet donc de faire ce travail de contrôle d'action gouvernementale. Nous ne nous sentons pas les points liés par le chiffre 7 ou par le chiffre 14 pour toute l'opposition parlementaire. Nous pensons que cela nous oblige à redoubler d'ardeur et à être plus persuasifs lors des discussions avec la majorité présidentielle pour arracher des gains concrets pour la population. Alors vous avez parlé du chiffre 7, il y en a qui pensent qu'avec des réformes locales, les partis de l'opposition, puisque vous revendiquez l'appartenance à l'opposition, auraient pu engranger plus de voix, notamment plus de sièges au Parlement. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être, si je peux l'appeler une correction, on nous dit souvent que nous nous revendiquons de l'opposition ou que nous déclarons être de l'opposition. Il y a une loi portant statut de l'opposition. Quand vous arrivez au Parlement, vous devez déclarer si vous êtes de la majorité ou de l'opposition. Nous l'avons fait. Donc, d'un point de vue légal, l'opposition au Togo, l'opposition institutionnelle, c'est nous. Selon la loi, si on vient au Togo, on cherche l'opposition, on va nous voir d'abord avant de voir le reste. De deux, historiquement, ici au Togo, l'opposition, c'est l'UFC. Nous sommes les descendants politiques et biologiques du CUT. La Blodé, qui nous a permis d'avoir l'indépendance au Togo en 1960, c'est nous. Politiquement, biologiquement, moi-même qui suis assis ici, mon grand-père a contribué à l'indépendance de ce pays. Donc, quand nos petits frères et nos enfants, ou des gens qui viennent d'arriver en politique nous regardent et nous disent « Oh, vous avez signé un accord avec UNIR, donc vous n'êtes plus de l'opposition », je leur dis simplement que nous ne sommes pas au gouvernement. L'opposition, si on cherche les vrais opposants au Togo, c'est nous. Vous savez, pour qu'il y ait accord, c'est que nous sommes de nature différente. Si je veux faire une analogie avec la jungle ou la forêt, le lion a besoin de manger la biche pour pouvoir vivre dans la forêt. La biche, elle aussi, elle broute l'herbe et elle doit échapper au lion pour survivre. Si vous voyez le lion et la biche signer un accord qui leur permet de marcher tranquillement ensemble et que le lion ne mange pas la biche, ça ne veut pas dire que la biche est devenue un lion ou que le lion est devenu herbivore, il va manger aussi de l'herbe parce qu'il ne mange pas la biche. Cela veut dire qu'ils ont estimé que la course-poursuite qu'ils se livrent pour leur survie n'est pas la meilleure façon de vivre dans la forêt. Et le lion peut-être peut manger d'autres animaux que la biche. Ou la biche peut décider de ne plus courir. C'est que c'est un accord. Nous n'avons pas renoncé à qui nous sommes. Nous avons toujours cette exigence d'apporter l'alternance aux Togolais. Nous devons poursuivre la politique que menait Sylvanus Olympio, qui est essentiellement basée sur le libéralisme politique et économique. Donc l'opposition au Togo, c'est nous. Et bon, si les gens ne sont pas d'accord, si on vous voit, vous êtes une biche, et les gens disent que vous n'êtes pas une biche, ça ne change rien au fait que vous soyez une biche. C'est que les gens ne vous croient pas, notamment Quentin Gali qui écrit sur la page Facebook de Nana FM que vous ne disposez pas de marge de manœuvre en fait, parce que vous n'êtes pas de l'opposition et que vous ne pouvez rien faire dans l'intérêt du peuple. Il y en a qui disent qu'avec ce Parlement, c'est le retour au parti-État comme on l'avait avec le RPT. Donc pour vous, c'est la réponse un peu à toutes ces critiques. L'opposition, c'est nous. Partout où vous allez dans la sous-région, quand on parle d'opposants historiques et charismatiques au Togo, c'est Gilchrist Olympio. Bon, maintenant, Fabre a pu émerger. Et vous avez changé d'approche. Vous avez changé d'approche. Et il vient, hein, on vous a dit que pas de réforme, pas d'élection, ils sont allés à l'élection. On vous a dit que les élections ne se tiendraient pas le 20 décembre, elles se sont tenues. Rien n'a changé entre le 20 décembre et aujourd'hui. Maintenant, on dit qu'on va aller au local. Et on reconnaît l'erreur qui était que on aurait dû aller. Oh, nous étions en train de dire ça depuis. On nous a tellement tapé dessus que, bon. Mais maintenant, la voix de la raison, la voix de la sagesse est en train de regagner les
rangs de nos amis qui sont dans la rue et nous souhaitons qu'ils participent au local. Et certains pensent que vous vous jetez dans la brèche parce que la coalition a expliqué qu'elle se battrait en même temps pour les réformes et préparait les élections. Ce matin, Brigitte Adiamagbo-Johnson dit que le fait que les réformes soient faites ou pas n'exclut pas ipso facto la participation aux élections. Mais vous pensez que déjà ils ont déclaré qu'ils participeraient à des élections sans les réformes? Non. Moi, ce que je suis en train de dire, parce que comprenez une chose, jusqu'au 20 décembre, j'étais là pour défendre les intérêts de l'UFC et du Togo en général. Mais là, comme représentant du chef de file de l'opposition au Parlement, principal parti de l'opposition parlementaire, nous avons, le président Olympio et nous-mêmes de l'UFC, la responsabilité de défendre les intérêts de toute l'opposition, qu'elle soit représentée au Parlement ou pas. C'est une responsabilité que nous avons. Donc quand les gens de la C14 veulent aller dans la rue ou font des déclarations, c'est bien. Nous avons la responsabilité de créer un environnement qui protège leurs droits et leur permette de participer à la vie politique et à enraciner les valeurs démocratiques dans ce pays. Donc même qu'ils nous aiment ou qu'ils ne nous aiment pas, nous avons le devoir, comme un parent, de défendre également leurs intérêts, même si nous ne partageons pas leur vue. Alors aujourd'hui, vous dites qu'ils arrivent, ça veut dire que vous les voyez venir, peut-être empruntent-ils un chemin que vous avez eu à emprunter, puisque l'UFC a eu aussi à boycotter des élections dans ce pays parce qu'elle jugeait les conditions d'organisation pas transparentes. Donc vous pensez que c'est la bonne ligne à suivre à partir du moment où la précédente n'a pas donné les résultats escomptés? Nous pensons que la bonne ligne à suivre, c'est la nôtre, celle de s'approcher, de discuter, de participer. Nous ne disons pas que les élections qui viennent de passer ou les élections qui les ont précédées sont les plus transparentes que le Togo a connues. Il y a beaucoup de travail à faire pour assainir le processus électoral togolais et l'améliorer. Il faut revoir le cadre électoral, il faut poursuivre avec les mesures d'apaisement et libérer les prisonniers politiques. Il y a la question du vote de la diaspora. Donc, leur agenda n'est pas un mauvais agenda, c'est notre agenda. La seule chose que nous nous disons, c'est qu'au lieu d'être dans la rue et de crier pour essayer de déstabiliser les institutions, il faut s'asseoir à table et faire preuve de persuasion, de patience pour discuter et construire un consensus. Trouver un équilibre qui permette au pays d'être politiquement stable pour que le plan national de développement qui est en train d'être mis en œuvre par le gouvernement ne soit pas impacté par l'instabilité politique. Avant de prendre les auditeurs en ligne, ça veut dire que pour vous, la question de participer aux prochaines locales avec ou sans les réformes ne se pose pas. Vous y participerez, quelles que soient les conditions? Oui, puisque je sais que les réformes se feront avant les locales. Donc c'est que pour moi, tout ça... Vous pensez, c'est le mot que vous avez au début. Mais c'est-à-dire que quand quelqu'un qui est dans l'eau vous dit qu'il pense qu'il y a des poissons dans l'eau, peut-être qu'un poisson l'a touché, vous n'en savez rien. Il est en tout cas mieux placé que celui qui est sur la rive qui vous dit qu'il pense qu'il y a des poissons dans l'eau. Nous sommes au Parlement, nous vous disons que nous pensons que c'est juste pour être prudent. Vous pensez si la majorité change d'idée sur les dates, à ce moment, nous n'avons pas fait des déclarations tapageuses. Sinon, pour le moment, vous pensez que les réformes se feront avant les élections locales? C'est ce qui est fort probable. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, à votre avis, de quelle marge de manœuvre disposent les élus de l'opposition parlementaire face à la majorité unie sur la question des réformes? Nous vous rappelons que nous sommes avec Sénat Alipuy, le président du groupe parlementaire UFC. Premier auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va, très bien. Alors, je connais vos différends avec l'UFC et j'espère ce matin, avec la fraîcheur ambiante, que vous n'allez pas vous emporter. Non. Allez-y, nous vous écoutons. Aucune marge de manœuvre, ça, il faut le dire et le marteler. Cette petite phrase sonne encore dans mes oreilles. Ces réformes pour lesquelles on nous talonne, vous avez si bien répliqué. Au début, c'était une priorité pour eux. Aujourd'hui, c'est devenu une contrainte. Voilà des gens qui criaient que leur premier acte, c'est la réforme. Et subitement, c'est les vacances qui sont devenues prioritaires. Vous voyez? Mais en même temps, ils demandent qu'on leur laisse un peu plus de temps, M. Maglo. On finit par le couvrir. Voilà, non,
L'opposition parlementaire dont vous parlez, ça n'existe nulle part. Cette opposition n'existe pas. Vous l'avez inventée. Maintenant, il faut la matérialiser. C'est à quoi on a quelque chose qui n'existe pas. Vous dites que ça existe. Aucune marge de manœuvre. Bien. Ils sont accrochés aux oreilles, aux pieds de ministre du RTT. Bien. Ça, je le dis et je le m'appelle. Merci. Et nous vous avons entendu, Monsieur Maglo. Merci d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Madame Essie, comment allez-vous? Oui, ça va. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, je vais dire que le téléphone coûtait déjà 200% plus cher au Togo que dans le monde. Et aujourd'hui, subtilement, c'est sûr qu'il coûte 300%. Mais on se démerde pour appeler et vous nous coupez. Les radios nous coupent. Non, pour dire ce qu'on a sur le cœur. C'est pas normal. Alors, Madame Essie, Madame Essie, la seule femme pratiquement qui appelle ta radio. Madame Essie, oui. J'entends très bien ce que vous dites et vous savez que justement comme vous le dites, parce que vous êtes la seule femme la plus régulière à nous appeler, voilà, je vous laisse dans le débat bien sûr, je vous laisse intervenir. Madame Essie, Madame Essie, si vous voulez bien, c'est juste pour clarifier les choses, pour que ceux qui nous suivent également sachent de quoi il s'agit. Donc je vous laisse revenir et intervenir autant que vous voulez. Dans le débat. Ah oui, donc c'est vrai que c'est le débat. Question comme tu veux. C'est vrai. Au téléphone, on est obligé d'être dans le débat parce que tout est bifurqué, tout est sens dessus, sens dessous. Justement, c'est pour éviter que le débat parte dans tous les sens qu'il nous arrive parfois d'interrompre les auditeurs qui sortent du cadre simplement. Et c'est en toute courtoisie que nous le faisons. Maintenant, allez-y, nous vous écoutons, j'aurai le temps de vous expliquer après. Moi, je dirais, si l'opposition parlementaire serait capable de nous ramener la C92 pour nous libérer, non. Mais ça ne fait pas partie de leur promesse. Ils peuvent rien, parce qu'ils sont contents de tout, ils n'ont jamais rien réclamé, et ils sont jamais opposés au régime qui nous violente partout, dans les rues, et qui nous a enlevé tous nos droits de vote et de tout ce que vous voulez, et ils sont toujours contents. Voilà. Vous pensez qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre? Ils ne pourront rien faire. En même temps, je disais, la C92, la Constitution de 1992, ne faisait pas partie des promesses sur la base desquelles ils ont été élus. Ils ont été élus. Moi, je vous dis que le 20 décembre dernier, l'opposition avait dit pas de réforme, pas d'élection. Et c'était passé comme ça. Parce que les Togolais n'ont pas été votés, mais bizarrement, il y a eu des votés partout dans le pays assiégé. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Tout le Togo a été assiégé, mais toujours d'ailleurs. Mais on nous dit qu'il y a eu des députés qui en sont sortis. Comment vous le comprenez? Je le demande à l'invité. Bien. Et puis cette histoire de pas de réforme, pas d'élection prônée par l'opposition, ce n'est qu'une stratégie qu'on nous laisse en paix, quoi, avec ces trucs de diversion. Bien. Qu'on nous foute la paix, quoi. Bien, merci Madame Essie. Et comme dirait Jésus, dans cette dictature surannée. Merci Madame Essie. Et comme dit, non, là vous êtes en train d'en abuser, Madame Essie. Le parti unique est bien là. Ils tentent de le faire revenir depuis la nuit des temps. Merci Madame Essie. Passez une excellente journée, comme dirait Jésus. Je vous donne ma paix. Hein. Alors, nous allons prendre encore un autre auditeur en ligne et donner la parole à Sénat Alipi pour sa réaction. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, monsieur Afanda. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Félix. Félix, allez-y, nous vous écoutons. De quelle marge de manœuvre dispose l'opposition parlementaire? L'opposition parlementaire nommée.
Comme dirait Jésus, c'est vous qui le dites, hein, décidément. Décidément. Monsieur Sénat Alupi, bonjour. Bonjour, monsieur Félix. C'est vous qui m'avez nommé, c'est ce que j'ai appris. Non. Sinon, moi, je n'aime pas ma carte d'électeur, je n'aime pas voter. Donc, maintenant, de quelle marge de manœuvre? Ils me disposent une marge de manœuvre parce que ils sont des bénis. Si quelqu'un dit qui est prêt pour cette loi-là, ils vont tous lever leurs mains. Certains vont baisser leurs mains. Au moins la majorité va lever leurs mains. Sinon, avec cette députée devenue, je ne sais quoi, chef de file de l'opposition, voilà. Bon, merci. Mais Félix, oui? Monsieur Alupi dit qu'ils sont consultés et qu'ils discutent avec le parti au pouvoir. Consultés. L'UFR ne nous a pas promis 6 mois dans ce pays en 2010. Avec l'accord? Oui, avec l'accord. Et maintenant, ils ne sont même pas ils ne sont même plus au gouvernement. Avant, ils ont au moins quelques députés. Quelques ministres, vous voulez dire? Oui. Maintenant, ils ne sont plus même au gouvernement. Ils sont à l'Assemblée, ils n'ont même pas de voix. Ils n'y a que raclé. Bien, merci. Merci Félix d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Alors, avant votre réaction, je voudrais encore faire une fois cette précision. C'est vrai, on dit que le Togo est en marche vers la démocratie, la liberté d'expression. Vous avez le droit de dire ce que vous avez sur votre cœur, mais à partir du moment où votre façon de voir ou votre façon de dire les choses peut heurter, on est dans l'obligation de vous interrompre et j'en suis navré. Quand il y en a qui appellent par exemple et commencent par dire que les invités ne viennent pas nous saouler, que votre invité ne vienne pas nous distraire, cela peut sembler blessant pour des personnalités que nous faisons l'effort d'inviter et nous vous donnons le privilège de pouvoir les interpeller directement. Il faudrait que tout cela puisse se faire dans la courtoisie et vous parlerez autant que vous voudrez, vous le savez bien. Alors, Sénat Alupi, M. Maglou dit qu'aucune marge de manœuvre, vous ne disposez d'aucune marge de manœuvre et que l'opposition parlementaire que vous avez inventée, il va falloir la matérialiser maintenant. Donc, avant de répondre à M. Maglou, Mme Essi et M. Félix, j'ai une lettre que j'ai ici et que je vais vous montrer. Malheureusement, les auditeurs ne peuvent pas la voir. C'est une lettre du Comité d'action pour le renouveau, CAR, datée du 26 janvier 2012, qu'ils adressent à M. Gilchrist Olympio. Donc, vous avez cette lettre d'un côté. Ça prend un peu de temps, hein, mais c'est quelque chose de pédagogique que nous faisons ici. Parce que quand nous venons sur les médias et que les gens racontent des contre-vérités, on ne peut pas parler de faits et de salade. Vous voyez cette lettre, c'est la lettre du CAR. Elle est signée le 25 janvier 2012 par Maître Dodji Apevon, qui était le président à l'époque. Donc, lorsque nous avons voulu faire les réformes, on s'est donné 6 mois pour les faire. En 2010, 2011, par an, on était prêt à les faire. C'est le CAR qui a dit que, mais de quel droit les enfants de 2 présidents peuvent s'entendre pour faire les réformes sans tout le reste? Je vous lis la phrase dans la lettre. C'est une version numérique. Oui, et je pense que je vous l'ai envoyé par le passé par WhatsApp, si vous vous en souvenez peut-être. Dans ces conditions, le couple RPT-UFC ne saurait se prévaloir des remplaçants ainsi déclarés irréguliers pour contourner le consensus national exigé par l'APG pour les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Il nous déniait le droit de faire ces réformes-là sans les autres. Alors aujourd'hui, on a tellement intoxiqué les gens. Après, on vient dire non, on n'a pas voulu faire les réformes, on n'a pas voulu faire... Ce sont nous-mêmes nos propres... Mais vous auriez pu ne pas tenir compte de ce courrier. Bon, vous savez, nous sommes en politique. Quand on s'est entendu pour faire quelque chose et que le plus fort de la bande revient dire « Ah, mais vos amis ne sont pas d'accord, on veut élargir le cercle, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Nous ne sommes pas en majorité, nous sommes en minorité. Si nous étions en majorité, les réformes seraient faites en janvier. On aurait mis le bureau en place. Si nous avions gagné cette dernière législative, ce serait le cas. Et je voudrais dire aux auditeurs que chaque fois que je viens vous dire quelque chose ici et que cela donne sujet à polémique, comme si les faits n'étaient pas avérés, comme lorsqu'on parlait de la BCEAO la fois passée. Vous prenez le soin d'envoyer des éléments après. Je vous ai envoyé même la vidéo du gouverneur de la BCEAO qui, à la 3e minute de son interview, parle de 32 comptes de la BCEAO. Il ne parle pas des comptes de dépôt. Il parle de... Alors si c'est le gouverneur de la BCEAO qui s'est trompé et qui est moi ma source,
Donc, il s'est trompé, c'est sur cette base que je me suis trompé. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce que le gouverneur de la BCEAO, pour moi, dit est plus crédible que ce qu'un agent de la banque anonyme dans la rue de chez lui balance sur la radio en me disant que je raconte ma vie. Je ne raconte pas ma vie. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire que ce qu'on dit ici, ça a l'air d'une plaisanterie, mais nous ne faisons pas la politique comme tout le monde. Ce que nous faisons repose sur les faits. J'ai une idée assez claire de quand vont se faire les réformes. Mais parce que ça peut changer, c'est pourquoi je suis prudent, je vous parle de juin. On fera les réformes très 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 rapidement. Et cela matérialisera l'opposition parlementaire? Pas vraiment. Ce qui matérialise l'opposition parlementaire au Togo, d'une part, il y a le côté légal. C'est une loi portant statut de l'opposition qui dit qui est l'opposition et qui est chef de file de l'opposition. Même si on est chef de file de l'opposition et on ne fait absolument rien, c'est nous l'opposition quand même, de par la loi. Bon, maintenant il y a les actes que nous devons poser. Nous avions notre projet de société que j'ai présenté ici. On n'a pas pu le mettre en œuvre parce que maintenant nous sommes en minorité. Mais nous allons continuer à pousser sur les choses qui sont dans cet agenda. Le vote pour la diaspora, revoir le découpage électoral, améliorer le cadre électoral, les réformes bien entendu. Si vous nous aviez donné la majorité... Et le découpage est là et les élections se suivent. Oui, si c'est qu'il y avait un consensus depuis longtemps sur ces questions, ça se serait fait. Bon, maintenant comme nous sommes en charge de l'opposition, nous allons poser ces dossiers-là dans un cadre structuré pour faire ce travail. Donc, pour que les auditeurs puissent intervenir, puisqu'il reste environ 10-15 minutes, je vais rapidement brosser ce que M. Maglo et Mme Essi. À M. Maglo, vous avez déjà répondu en termes de matérialisation de l'opposition parlementaire. Il a insisté en disant que, avant les élections, nous disions que c'était une priorité et que maintenant je parle de jalonner. Voilà. Non, ce n'est pas une contrainte. C'est un engagement que nous avons pris. Et la promesse est une dette. La promesse est une dette. Et nous évitons souvent les dettes parce que les dettes font les détresses. Mais ça, c'est une promesse que nous avons faite. Nous allons nous battre pour la tenir. L'exécution de cette promesse ne dépend pas que de nous, surtout que nous sommes en minorité. Mais nous allons tenir cette promesse. Ce n'est pas une contrainte. J'ai utilisé peut-être abusivement le terme talonner, mais de vous à moi, réforme ou pas réforme, on dort tous les matins, on se réveille. Ce n'est pas ça qui détermine ce que vous allez manger ce midi. Ni ce que la dame qui va au bord de la route va manger. Pour certains Togolais, absolument tout tourne autour des réformes. Vous savez, pour nous, à l'UFC, ce qui est important, ce n'est pas qui sera président, qui sera chef. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Pour vous, qu'est-ce qu'il est? Ce qui est important pour nous, c'est que maintenant, au Togo, on crée un environnement qui est favorable à la démocratie. C'est-à-dire que nous ayons des institutions fortes, des institutions indépendantes, que nous ayons des partis politiques qui tournent autour d'idéologie plutôt qu'autour de personnes, que le processus d'alternance soit effectif au sein des partis politiques, au sein des institutions. Et ça, vous y travaillez? Ce n'est pas une affaire de juste, M. X doit partir de ce poste pour que M. Y le remplace. Il faut créer tout un environnement démocratique. Et lorsque nous réussissons cela, l'alternance dans une des institutions qui est l'exécutif, ce n'est qu'un symptôme de la vitalité de nos démocraties. Alors, ça ne devient pas une affaire où on doit encore tuer quelqu'un. Il y a plein d'alternances qui se déroulent au Ghana parce qu'au lieu de se battre les uns contre les autres, ils ont compris qu'il vaut mieux créer un environnement. Quand je reviens encore à mon histoire de biche et de lion, la biche et le lion ont trouvé une façon tous les deux de vivre dans la forêt de façon à ce que la biche puisse brouter son herbe et qu'elle puisse tenter d'échapper le plus possible au lion. De temps en temps, le lion attrape la biche et il en attrape une et il la mange. Ça fait partie du jeu. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'il faut brûler la forêt ou bien qu'il faut dire que non, les animaux vont quitter la forêt parce que le lion a mangé la biche ou bien parce que la biche a mangé l'herbe. Mais si le lion mange la biche, il n'y a plus de biche. Non, il y a beaucoup de biches dans la forêt. Là, ça veut dire que c'est un accord entre des lions et des biches et non plus entre le lion et la biche. Bon, encore faut-il savoir qui est le lion dans cette affaire, qui est la biche. Mais ce que je veux dire, autant le lion mange la biche, autant la biche aussi broute l'herbe. Et au moins la biche a l'avantage qu'elle peut tenter d'échapper au lion. L'herbe, elle est statique. Elle n'a pas d'autre choix que d'être broutée lorsque la biche s'arrête. Donc ce que je veux dire, c'est que l'agenda démocratique, l'enracinement des valeurs démocratiques, le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, c'est ça qui nous importe. Nous sommes contre la personnalisation du débat. Il n'y a personne de plus que les enfants de la Blodée qui veulent une alternance. Après tout, c'est un président de notre famille politique qui a été assassiné pour que ce régime que nous avons soit en place. Et si nous vous disons, dépersonnalisons les débats, créons plutôt un environnement propice à l'alternance,
c'est que nous pensons que c'est mieux pour le pays. Madame Essi pense que pour l'instant vous êtes content de tout et elle aimerait bien savoir comment est-ce que vous êtes fait élire alors que des gens ne sont pas allés voter. Elle a raté comment on s'est fait élire. Monsieur Félix était en ligne tout à l'heure pour dire qu'on nous a nommés et je lui disais que c'est lui qui nous a nommés. Il dit qu'il n'a pas de carte et qu'il n'est même pas allé voter. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il sait que c'est lui qui nous a nommés. Pour vous, c'est par son abstention qu'il vous a nommé. Non, il a pris un décret pour nous nommer. Vous savez, les gens racontent des choses. Bon, comme on veut blaguer, blaguons alors. Je vous retourne à la conférence, pas la conférence de presse, au communiqué de la conférence d'Abuja, qui reconnaît que les élections se sont déroulées. Il n'y a pas eu une forte participation parce que les élections sont facultatives. On aurait pu faire beaucoup mieux. On aurait pu faire au moins comme en 2013, quand tout le monde participait. Mais certains ont décidé de ne pas participer. On va faire comment? Vous voyez. Mais il y a quelque chose que Madame Essi a dit sur lequel je voudrais revenir et ça ne doit pas m'échapper. Vous savez, quand vous vous emportez contre les personnalités politiques, moi si vous m'insultez, ça ne me dérange pas. Lundi au dimanche, ça ne me dit absolument rien. Mais quand vous allez vous en prendre à mon parti et à son président, là je ne vais pas être très gentil avec vous. Parce que vous savez, mon patron, je le vois presque tous les jours. Parfois il a mal ici, il a mal là. Il a encore des balles de soudou dans son corps. Ce monsieur l'on a tiré sur lui pour le tuer. Quelqu'un qui a pris 11 balles, qui n'est pas mort. Il a encore des balles dans son corps. Alors quand Madame Essi vient ici pour nous dire que on ne s'est jamais opposé, il y a quelqu'un au Togo qui a fait l'opposition à dépasser Gilchrist Olympio. Mais il faut quand même que dans la forêt on se respecte. Hein. Là, elle parle du présent. Et aujourd'hui, les faits peuvent lui donner raison à partir du moment où vous semblez être d'accord avec tout. Non. Il y a des gens, quand ils ont un problème dans leur maison, tout le quartier doit savoir qu'il y a un problème dans cette maison parce que pour s'expliquer, ils le font en criant, en se bagarrant, en saccageant tout. Il y a des maisons, quand il y a une querelle dans cette maison, vous ne saurez même pas qu'il y a une querelle. Si vous venez de dehors, ils vont tous vous accueillir, bien vous recevoir. Quand vous êtes partis, entre eux maintenant, ils sont dans la chambre, ils vont discuter, ils vont se quereller. Et c'est ce que nous souhaitons pour le Togo. Je pensais que vous alliez dire que c'est ce que vous faites avec le parti au pouvoir. Non, donc ça reste toujours un souhait. C'est ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire régler les problèmes à l'interne. Parce que vous savez, au-delà de nos questions de politique et de politique politicienne, il y a l'image du Togo. Bien. Donc, et l'Assemblée nationale, où est-ce que nous sommes maintenant? Nous considérons que nous venons de différents clubs, de différents partis politiques, mais c'est une sélection nationale. Nous devons défendre les intérêts de tout le Togo. Et je voudrais préciser que ce matin, Madame Essi, elle a injurié personne. Oui, elle n'a pas appelé quelqu'un par son nom, mais elle a dit qu'on ne s'est jamais opposé. J'ai trouvé que c'était quand même assez osé de dire que nous ne sommes jamais opposés quand on sait les sacrifices personnels que notre patron a fait. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Antoine. Monsieur Coco, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Si c'est monsieur Antoine, j'ai fait la remarque que si notre invité, chaque fois qu'il arrive, il essaie d'abuser sur le temps des auditeurs. Vous ne le laissez pas entrer en ligne chaque fois. Alors, ce sont les sujets, mais je vous comprends. Allez-y, nous vous écoutons. Ok. Bon, vous demandez quel mal de manœuvre ils ont l'opposition parlementaire. Ils ont un mal de manœuvre pour aller très vite. Notre invité n'est pas de la législature passée. Il parle comme si l'USC n'était pas dans notre législature et c'est dans cette législature qu'ils sont. Moi, je dis que quelque part, on dit que malheur est bon. Ils nous ont dit, en rappelant la lettre du cas, moi-même j'avais voulu passer sur cette question, il a bien fait de faire sortir cette lettre. La lettre du cas, est-ce que la lettre du cas prime sur l'accord qu'eux ils ont signé s'ils veulent quelque chose de bien pour le pays? Aujourd'hui, chaque fois, la législature passée, on nous a dit que c'est l'opposition, le pouvoir a la bonne foi de faire la réforme et que c'est l'opposition qui bloque. Aujourd'hui, eux qui sont à l'Assemblée, ils nous disent qu'ils ont une bonne ambiance entre eux. Ils se comprennent très bien. Donc, je pense que les choses doivent aller plus rapidement. On ne va plus nous dire que c'est l'ANC ou bien c'est le cas qui a peut-être bloqué quoi que ce soit. Donc, la chanson qu'on nous a chantée dans la manifestation passée par le président du groupe parlementaire uni, que c'est l'ANC qui bloque. Aujourd'hui, je suis très surpris qu'ils ne vont pas au sérieux à
pas de choses. Donc pour vous, la marge de manœuvre, c'est qu'ils sont ensemble et qu'il n'y a plus d'obstacles et donc les réformes devraient aller vite. Comme eux-mêmes, ils l'ont dit, qu'ils sont ensemble, il y a une bonne ambiance. Donc on les attend. Bien, merci M. Koko d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Nous avons le temps de prendre un dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Sur la page Facebook de Nana FM, Kodjoga Aklimpo écrit que vous n'avez aucune marge de manœuvre. Alors là, aucune. Fin de citation. Commis de Béguin lui écrit que ce sont des collaborateurs. Comme Jules dit, rien du tout. Aucune marge de manœuvre aussi. Un autre auditeur en ligne. Allô, le dernier. Allô, bonjour. Bonjour, vous vous appelez comment? C'est M. Kodjo. Comment allez-vous, M. Kodjo? Ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons. Aujourd'hui, je ne voudrais pas rentrer en ligne, mais il y a une phrase qui est ressortie qui m'a fait mal. Parce que chaque fois que les gens de l'UFC passent sur les radios, ils disent que notre papa Jésus-Christ Olympio a reçu des balles dans son corps. Et tous ceux qui sont morts à cause de l'UFC et pour ce pays, il y en a des milliers qui sont là. Eux aussi ont des balles dans leur corps. Donc cela vous choque quand on parle uniquement de Jésus-Christ Olympio. Alors, il n'est pas le seul. Bien, il va vous répondre dans quelques instants. Il va vous répondre dans quelques instants. Est-ce que vous pensez que les élus disposent d'une marge de manœuvre à l'Assemblée ou pas? Moi, je ne veux même pas répondre à cette Parce question. que vous souffrez de cette phrase. Bien, merci. Oui. Merci, M. Kodjo, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Vous voudriez peut-être commencer par lui répondre à M. Kodjo? Absolument. Bon, écoutez, je n'ai pas dit que M. Olympio est le seul à avoir été blessé ou touché par la lutte. Je le vois au quotidien, il a des balles dans le corps. Et il y a beaucoup de gens qui sont morts dans cette lutte, les marques d'épée, beaucoup d'anonymes qui sont morts. Que vous et c'est à cause de justement tous ces morts-là que nous ne pouvons pas brader la lutte. Si nous bradons cette lutte, ça veut dire que tous ces gens-là sont morts pour rien. Et nous ne pouvons pas prendre cette responsabilité-là. S'il fallait maintenant s'aborder la lutte et trahir l'idéal de la Blodée, que nous ont légué nos grands-parents et que nous défendons, il vaudrait mieux arrêter la politique et rentrer chez soi faire autre chose. La méthode que nous utilisons n'est pas acceptée par ceux qui sont les plus bruyants politiquement dans le pays. Mais ça ne change rien au fait que nous irons et nous aurons l'alternance dans ce pays. C'est inéluctable. Vous en êtes convaincu? J'en suis convaincu comme je suis convaincu que le soleil brille et que la terre tourne autour du soleil. Alors, Monsieur Kokou, il est revenu sur cette question que je vous avais posée. Vous avez demandé, vous auriez pu ne pas tenir compte du courrier du CAR. Il vous demande si cette lettre primait sur l'accord que vous aviez. Et aujourd'hui, vous dites que vous vous entendez, du moins vous discutez des problèmes dont il y a à parler. Et donc, ça devrait aller très vite. Oui, c'est un argument valide qu'il a soulevé, c'est vrai. On aurait pu ne pas en tenir compte. Mais à moins que je ne me sois trompé, je pense avoir rappelé que même à cette époque, nous étions toujours en minorité. C'est-à-dire que quand bien même on pourrait décider de faire fi de ce que dit le CAR, si le RPT a décidé d'en tenir compte et que le rapport de force leur est favorable, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous et moi ici, on s'entend qu'on va partager ce carnet-là, 10 feuilles, 10 feuilles. Vous qui êtes beaucoup plus costaud, qui avez plus de moyens que moi, vous décidez que non, vous savez, on va en donner aux gens qui sont dans la salle d'à côté. Vous prenez, vous coupez, vous leur donnez. On va encore se battre alors qu'on vient de dire qu'on ne va plus se battre. Donc c'est ça. Je ne dis pas que le CAR est seul responsable de la non-réalisation des réformes. Nous sommes tous responsables de la situation actuelle. Et vous pensez... Nous voulons jouer un rôle pour que les réformes se fassent. Une fois qu'elles se seront faites, nous n'allons pas dire que c'est nous qui avons fait les réformes. C'est ensemble que nous avons fait les réformes pour le bénéfice du plus grand nombre. Et comme il nous reste très peu de temps, en même temps, votre mot de la fin. Voilà. Je voudrais dire que, comme on parle de marge de manœuvre, donc nous avons la loi portant statut de l'opposition qui définit le cadre dans lequel nous allons agir. Nous allons nous battre pour structurer l'institution qui est le chef de file de l'opposition, pour que nous ayons assez de ressources humaines, matérielles et financières pour pouvoir suivre l'action gouvernementale, voir comment s'exécute le PND,
faire avancer l'agenda démocratique. Nous allons travailler à créer un environnement politique qui favorise le libéralisme politique et économique. Le vote de la diaspora, les réformes constitutionnelles et institutionnelles restent notre priorité. Nous allons également voir dans quelle mesure, et ça c'est surtout quelque chose de personnel, nous pouvons institutionnaliser la chefferie traditionnelle pour qu'ils soient indépendants et ne dépendent pas d'un ministère, qu'ils aient un budget autonome au même titre que toutes les institutions dans ce pays. Revoir le statut de la femme, très important. Bonne fête aux femmes, c'était votre fête il y a une semaine. Elles disent que ce n'est pas une fête, que c'est une journée de lutte pour leurs droits. Voilà, absolument, je suis tout à fait d'accord avec elles. Il faut qu'on fasse plus de femmes. Non, il ne faut pas qu'on fasse plus de femmes. Il faut qu'on fasse plus de place. Il y en a déjà assez, 51%. Il faut qu'on fasse plus de place aux femmes. Et moi, je pense qu'on devrait faire peut-être un peu comme au Canada, où en 1967, ils ont mis en place une commission parlementaire qui a revu de fond en comble le statut de la femme pour leur permettre d'avoir plus d'équité. Donc, bon, ça, c'est les choses sur lesquelles on finit. Et oui, le temps faisant toujours défaut. On y reviendra et on espère vous retrouver dans les semaines ou mois qui viennent pour faire le point de tous ces éléments. Merci Sénat et puis d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du groupe parlementaire UFC, conseiller de G. Christo Olympio. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. À vous auditeurs qui nous avez suivis, nous disons merci et nous vous donnons rendez-vous lundi matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Mais d'ici là, vous aurez droit à une rediffusion demain samedi à 15h. Très bonne journée à vous.